Bonjour les gens, vidéo 21. Alors je vais vous parler des civilisations hydrauliques antiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens ils utilisaient la foudre pour vibrer l'eau et la structurer d'une manière différente, l'énergiser, la rendre énergisante. D'accord, apparemment, elle était bien pour tout ce qui était santé, régénération au niveau cellulaire. Elle apportait l'immortalité, la guérison, le bien-être. Enfin, tout était comment dire, amené pour un éveil spirituel en fait. Voilà, on va voir ça maintenant. Donc sur les civilisations hydrauliques antiques. Alors toutes les civilisations dites premières, en Chine comme en Amérique, au Moyen-Orient comme en Europe, en Extrême-Orient comme dans le Pacifique, font preuve d'une grande maîtrise de l'eau et de sa circulation qui augmente avec l'Antiquité. Alors on se rend compte que plus on va dans le passé, et plus on se rend compte que les techniques, les moyens, la technologie utilisée pour l'eau était beaucoup plus avancée, et plus on se rapproche dans le présent, et plus on se rend compte qu'aujourd'hui c'est du grand n'importe quoi, c'est de la merde. Hein. On capte l'eau des montagnes qui est pure, on la transforme dans des bassins de décantation, on amène des produits chimiques dedans, et on la fait passer par des tuyaux en métal, d'accord, qui déstructurent complètement l'eau, et qui arrivent dans nos robinets. Donc merci, pardon, merci la science d'aujourd'hui. Voilà, donc, alors je vous parlais de l'hydraulique inca. Alors ainsi dans les Andes, il y a très longtemps, une réalisation grandiose a été dédiée à l'eau d'irrigation. Je veux parler des innombrables terrasses qui couvrent le flanc abrupt des montagnes sur des kilomètres. Vous voyez, donc ils faisaient les choses en grand à l'époque. Lors de la Conquista, les prêtres espagnols les ont baptisés Anden. Voilà, ce qui signifie quai, des quais pour les bateaux. Alors, c'est assez incroyable. Voilà, des quais pour les bateaux. Alors, ce mot Anden, voilà, a baptisé ensuite toute la chaîne de montagnes, les Andes. Voilà, il est singulier que nos archéologues attribuent encore la réalisation des Andennes aux malheureux Incas qui se sont contentés de les entretenir. Parce que les Incas d'aujourd'hui, hein, même leurs grands-parents et leurs ancêtres, c'est pas eux les constructeurs de tous ces temples, de toutes ces structures, même au niveau de l'irrigation hydraulique, ça remonte à plus de 4-5 000 ans, ces constructions. Vous voyez, voilà, ils ont rien inventé, ça vient de beaucoup plus loin. Voilà. Alors, quel motif aurait pu les pousser à entreprendre un tel labeur? La mer, à leur époque, avait regagné son niveau actuel 4000 mètres plus bas. Alors, quel motif aurait pu les pousser voilà, donc sur ces espaliers maçonnés dans la nuit des temps, les Incas ne savaient plus rien que par d'antiques légendes. Vous voyez, donc tout ce qu'ils nous racontent, c'est par rapport à de ce qu'ils ont reçu, etc., etc. Et ils le disent, hein, voilà ce qu'ils disent. Selon ces mythes antiques, ce sont des géants, voyez, donc, qui ont fait tous ces travaux il y a très longtemps. Les géants et les anges de Tiwanaku. Alors comme je vous l'ai dit, hein, moi, de ce que je vois, c'est qu'après le déluge, effectivement, il y a des survivants qui sont sortis, ils avaient encore la technologie, il y avait encore des géants, évidemment, des créatures aussi, pardon, et ils ont reconstruit avec la technologie et le savoir qu'ils avaient tout simplement. Voilà, donc il dit, voilà, quand reconnaîtra-t-on une bonne fois pour toutes la fabuleuse ancienneté de cette ville divine. Voilà, ensuite, il parle, un jour viendra où la science prouvera que les civilisations classiques des pharaons, des chaldéens, des brahmanes, sont loin d'être les plus anciennes, comme on l'a cru longtemps et comme on le croit encore. À dire vrai, la civilisation de Tiwanaku a des milliers d'années d'antériorité. Donc, pardon, aujourd'hui un archéologue doit choisir son camp, hein, la vision juste, c'est-à-dire que la vraie science, hein, ce qu'on peut observer, les canaux, tout ça, le machin, que c'était des concepteurs au niveau de l'hydraulique qui étaient incroyablement, comment dire, qui avaient une incroyable connaissance, un incroyable savoir sur tout ça. Et donc, ça c'est écarté, hein, on n'en parle pas trop. Par contre, on va plus appuyer la science comme on nous l'a dit, oui, mais à l'époque, non, c'était pas possible, ils n'avaient pas ci, ils n'avaient pas ça, et ils étaient... Voilà, donc aujourd'hui, il y a la vraie science et comme je vous dis, hein, la fausse science. Donc, bon,
voilà, en fait, depuis l'Antiquité, hein, le savoir de tout ce qui est hydraulique, même de la science en général, il a baissé jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus, on n'a plus rien, voilà, la mémoire de l'humanité a été effacée, volontairement, masquée, et aujourd'hui ce n'est plus nous qui avons ce savoir et cette technologie, elle a été détournée volontairement, hein, pour servir les intérêts de certaines personnes, les intérêts personnels, voilà, de certaines personnes qui aujourd'hui je veux dire, se sont accaparées, d'accord, toute cette connaissance pour s'en servir au détriment de l'humanité et à leurs avantages à eux, personnels, voilà, égoïstes, égocentriques, tout ce que vous voulez, pour dominer le monde. Alors la cascade de Colca dans la jungle de San Martin au Pérou a été aménagée spécialement pour faire couler une fine couche d'eau sous les rayons cosmiques, solaires et lunaires. Cette eau vibrée par les ondes vitales décrites par Marcel Violet. Alors Marcel Violet, c'est une personne qui a étudié les propriétés de l'eau. C'est très intéressant ce qu'il a à dire sur l'eau. Et donc cette eau vibrée par les ondes vitales décrites par Marcel Violet était l'eau de vie très précieuse qui donnait santé, vigueur et immortalité. Je dis bien immortalité aux dieux d'avant et aux patriarches. Alors les Incas et leurs ancêtres sans doute possédaient un savoir très sûr de l'hydraulique et de la mécanique des fluides. Ils avaient trouvé, eux ou leurs prédécesseurs, d'ingénieuses applications de vases communicants pour monter l'eau dans les Andes. Leurs puits peuvent atteindre des profondeurs ahurissantes. Alors là je vous montre la photo d'un de ces puits qui n'est pas profond, mais vous voyez déjà l'architecture, comment ils concevaient, hein, c'était bien fait. D'accord, ils avaient tout un savoir. Voilà, chez les Incas comme ailleurs, le savoir hydraulique est allé en déclinant et non en se développant. Hein, ce qui pourrait montrer que l'hydraulique, en tant que science avancée, a été enseignée à de très lointains ancêtres, qui l'ont ensuite assez bien maîtrisé au début. Et ensuite, bah voilà, maintenant aujourd'hui, bah, il n'y a plus rien. Donc ça ne m'étonne pas. Hein, ça m'étonne pas. Aujourd'hui, on paye tout, l'eau, l'électricité. Bon, l'hydraulique romaine. Alors, les travaux de Pierre-Louis Violet montrent clairement que l'hydraulique était parfaitement maîtrisée par les civilisations anciennes et comment le déclin de ces connaissances est sensible dès l'époque romaine. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu à l'époque romaine. Déjà, ça commençait à merder. Mais enfin, quoi que les Romains ils étaient très forts en hydraulique aussi. Hein, toutefois, l'Antiquité gréco-romaine a conservé de nombreux savoir-faire hydrauliques antérieurs. En témoigne un astucieux télégraphe hydraulique qui permettait les communications longue distance. Vous voyez, alors voilà, les Romains, ils étaient loin d'être bêtes, effectivement. Hein, ils savaient quoi faire avec l'eau. Donc, voilà, la question est celle-ci. Toutes les plus anciennes civilisations sont orientées vers l'éveil. Comme je vous l'ai dit, elles ont toutes une grande maîtrise de la science hydraulique et de la mécanique des fluides, et elles utilisent toutes la foudre. Voilà, la foudre. D'accord. Ces connaissances sont liées sans doute. Hein, comment ont-elles acquis ce savoir? Dans quelles écoles? Toutes les civilisations pré-antiques ont capté l'énergie de la foudre pour en vibrer les eaux des piscines, des citernes, des abreuvoirs. Donc ils savaient que ça faisait énormément de bien à la nature, les animaux eux-mêmes. D'accord. Ils ont créé des bassins exprès pour récupérer cette eau et pour en faire des bains, pour se purifier, pour je dirais, améliorer tout un tas de choses au niveau biologique, pour vivre en plus longtemps, j'en sais rien, ils parlent d'immortalité. Donc ils disent, voilà, alors cette situation paradoxale n'a pas échappé à l'archéologie dominante qui désigne ces différents peuples très antiques sous le nom générique de civilisation hydraulique. Alors, et voilà, les archéologues ils se posent des questions, d'où viennent toutes cette science, ces connaissances hydrauliques, comment expliquer l'étendue de la complexité de leur savoir en la matière, comment expliquer que ces prodigieuses connaissances, voilà, après être sorties du néant, justement, ont disparu tout doucement jusqu'à nos jours. Voilà. Ils disent que ces civilisations hydrauliques appartiennent à une lointaine époque où l'homme émergeait à peine, soi-disant, de la sauvagerie. Vous voyez, les hommes d'avant, les Cro-Magnons, voilà, selon la thèse officielle. En fait, ces technologies ont 5000 ans. Hein. Donc, pour voir à 5000 ans déjà ce qu'ils étaient capables de faire. Voilà, je vous montre. Là, je vous montre en Égypte. Hein, l'eau de la foudre. Ils appellent ça l'eau de foudre. Bon, c'est l'eau qui est récupérée dans des bassins, voilà, comme ça, d'accord.
Et bon, ben, après, ils utilisaient la foudre ou d'autres mécanismes hein, pour énergétiser l'eau, pour la rendre, pour la structurer d'une manière qui était voilà, incroyable. Alors ensuite, voilà, il dit l'Égypte antique a poussé très loin l'art de l'hydraulique hein, et la maîtrise de l'eau. Elle jouait un rôle non négligeable dans le processus d'éveil par la foudre. Encore le processus d'éveil par la foudre, vous voyez, que j'ai amplement décrit ailleurs. Donc il en parle. Mais on va voir dans la deuxième vidéo, je vais vous parler l'eau de jouvence, tout ça, ce qu'il faisait avec. Alors maintenant, je vous parle de l'hydraulique au Moyen-Orient. La Jérusalem antique avait aussi ses canalisations d'eau aussi, comme le tunnel d'Ézéchias par exemple. Alors le tunnel d'Ézéchias a été taillé dans le roc en 2700 avant Jésus-Christ, sous la ville de David, selon un trajet courbe et même tortueux de 533 mètres, alors qu'en ligne droite, ça aurait pu faire 500 mètres. Mais non. Et alors, c'est les chicanes, elles ont été conçues exprès, d'accord, pour but de réguler le débit de l'eau, tout en maintenant une pente de 0,6 degrés, ou 6%. 6% pour l'écoulement. Vous voyez, donc à l'époque, ils savaient au niveau de pourquoi cet écoulement, pourquoi voilà, l'eau elle devait ruisseler dans un certain angle. Vous voyez, au niveau des captages, ils savaient tout un tas de choses. Alors ce tunnel a mené l'eau des sources Guillon de la vallée du Cédron à l'extérieur des murs de la ville. Hein. Il traversait la roche de la colline à l'est à 130 mètres de profondeur. Donc vous voyez, ils allaient capter l'eau à 130 mètres de profondeur. Hein, pour s'en servir. Ils savaient exactement où passer l'eau, etc. Ils faisaient des dérivations, ils étaient des ingénieurs en hydraulique, tout simplement. Hein. Alors il dit, voilà, donc l'eau elle s'est coulée derrière une large muraille, l'eau était voilà, derrière une large muraille toute neuve. Il a été découvert par Edward Robinson en 1838, puis exploré par l'équipe de Montague Parker, pendant les années 1909-1911. L'eau coule dans ce tunnel depuis 2700 ans. Vous voyez? En fait, les gens ils croyaient que c'était une source naturelle, vous voyez, qui partait, qu'il y avait un réseau naturel souterrain qui leur amenait de l'eau. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est que plus tard qu'on a compris que cette eau venait de Guillon, à plus de 500 mètres de distance par le tunnel en question. Vous voyez, donc c'était canalisé dessous. À présent, l'eau coule toujours dans le tunnel d'Ézéchias, alimentant la piscine de Siloé. Vous voyez, ce tunnel fabriqué par l'homme, il continue d'alimenter une piscine à Siloé. Donc d'autres sources dans le monde réputé naturel résultent des travaux d'adduction antique. Donc l'adduction, hein, c'est le fait de récupérer, de dévier l'eau d'un endroit, d'un lac, d'une rivière, hein, pour l'amener quelque part et s'en servir. Voilà, à présent l'eau coule toujours, parfois invisible, souvent ignorée. Voilà, donc tous ces travaux sont souterrains, hein, les trois quarts du temps. En Turquie, de nombreux ouvrages d'adduction ou de bassins d'ablution. Alors ablution, c'est le fait de se purifier avec l'eau, c'est comme un rituel, vous voyez, comme ils font avec l'eau, voilà, ils se nettoient, ils se purifient, ou ils font des incantations. Enfin, l'eau, elle a un très haut rapport avec nous. Hein. Comme je vous l'ai dit, on est fait à 95-98% d'eau. Donc notre rapport avec l'eau est très important. C'est le plus important. Hein. Voilà, donc ils savaient quoi faire avec l'eau et ils savaient très bien au niveau de notre biologie, hein, qu'est-ce que ça a procuré d'avoir une eau structurée par la foudre ou par le rayon solaire, lunaire, tout un tas de choses. Donc d'ablution, souvent ignorée. En Turquie, voilà, adduction de bassins d'ablution datant du Néocène, attendent que les archéologues veuillent bien se sentir concernés par leurs études. Voilà, des canalisations antiques et tout un système hydraulique viennent d'être découverts en Iran. Donc vous voyez, de partout, hein, c'est pas que dans un endroit. Alors très ancien, ce réseau a été évalué à 5000 ans. Hein. Avec la réouverture de ce grand pays au tourisme, toutes ces merveilles redeviennent accessibles. Donc... ensuite, je vais vous parler des jardins suspendus de Babylone. Alors, il y a une dame, c'est une égyptologue britannique, Stéphanie Dallet, qui croit avoir localisé les jardins en question, ainsi que le gigantesque réseau de canaux servant à les irriguer. Elle a découvert dans les ruines de Ninive, hein, je pense que c'est une ancienne structure qui a été découverte, Ninive, un bas-relief montrant les jardins royaux de Sénachérib. Non, Sénachérib, qui avait fait de Ninive sa capitale
sa capitale. Alors Sennacherib, c'était un roi, d'accord, ils disent que c'était un roi d'essence divine, un monarque éclairé, amoureux de la culture comme de la technologie. Et ce qu'il a fait, donc il avait rassemblé des centaines, des milliers de tablettes d'argile sur lesquelles étaient consignées toutes les annales, les légendes, les histoires du passé lointain, toutes les sciences connues à son époque, les techniques, les savoir-faire et des milliers d'autres indications extrêmement précieuses pour les historiens. Je les ai nommées l'encyclopédie assyrienne. Alors tout ce savoir, aujourd'hui, toutes ces informations, voilà. Je ne sais pas en quoi l'humanité s'en sert, mais voilà, je vois pas en quoi, vous voyez, je vois pas où est-ce qu'elles sont utilisées aujourd'hui de nos jours, puisque aujourd'hui de nos jours, vous voyez, l'état de l'eau, l'état de l'air, l'état de tout un tas de choses, c'est complètement dégradé depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, on vit dans un monde un petit peu complètement désuète. Je dis pas que les constructions, c'est un peu de la merde, ainsi que tout ce qu'on fait au niveau de l'eau. Alors, est-ce que c'est voulu? Je pense que oui, puisque, je veux dire, le savoir et la connaissance, normalement, pour l'humanité, n'est plus là. Alors, vous voyez, il va ramasser des milliers de tablettes, donc je l'ai nommé l'encyclopédie assyrienne. Son neveu et successeur Assurbanipal a poursuivi l'œuvre de son oncle, amassant à son tour des myriades de tablettes couvertes d'écritures cunéiformes. Vous voyez, donc ça remonte à pas mal de temps. Mais la plus belle réalisation de Sennacherib fut sans doute ces jardins luxuriants où poussaient d'innombrables variétés d'arbres, d'arbustes et de plantes à fleurs venues de toutes les contrées du monde, connues pour l'agrément du roi et de ses visiteurs. Donc vous savez, à l'époque, vous voyez, à l'époque, ils savaient recevoir. Là, c'était pas des petits, des petites choses. Alors, au seuil du désert, l'irrigation des nombreuses terrasses cultivées n'était pas une mince affaire. Sennacherib dut faire creuser tout un système de canaux et d'aqueducs afin d'acheminer l'eau depuis Kinis dans les monts Zagros à près de 100 km au nord. Vous voyez, donc à 100 km au nord, il captait l'eau là-haut pour irriguer ses jardins. C'est avec des systèmes de malades, des systèmes hydrauliques. Certaines de ces voies d'eau sont aussi larges que le canal de Panama. Alors, vous voyez, ils ne construisaient pas en petit à l'époque, mais je me dis, s'il y avait des géants qui effectivement ont réémergé d'après le déluge, effectivement, ils avaient toujours le savoir et la connaissance qui s'est perdu au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a 4-5 000 ans, quand le monde a réémergé, voilà, ils ont reconstruit des choses, tout simplement, avec ce qu'ils avaient, avec la technologie et le reste. Donc, donc voilà. Ensuite, la complexité et la perfection de ce réseau hydraulique dépassent l'entendement des archéologues. Voilà, ils se demandent comment ils ont pu faire ça à l'époque. Voilà, ils disent, voilà, bon, en fait, moi, ça m'étonne pas. Ils disent qu'ils se demandent comment ils ont fait, même sans carte, sans truc, mais bon, on ne sait pas. Ils avaient peut-être des cartes, ils savaient peut-être la topologie, la topographie du terrain, ils connaissaient tout, dessous, l'eau qui passait, comment il fallait la diriger, etc. Alors je vous parle maintenant de l'hydraulique en Inde. Alors Mark Kenoyer décrit les systèmes hydrauliques de Mohenjo-Daro, la ville des puits, et de ses voisines Harappa et Dholavira, toutes trois situées dans la vallée de l'Indus, est supposé appartenir à l'antique empire de Rama. Alors, d'après le nombre de puits des zones fouillées, Michael Jensen a calculé que la ville aurait eu plus de 700 puits. D'accord. En revanche, Harappa n'en avait qu'une trentaine. Donc, je passe ces détails. Il y avait des puits qui étaient creusés beaucoup plus parce que sûrement ils voulaient récolter beaucoup plus d'eau à certains endroits, ou certains endroits peut-être qu'ils avaient peut-être pas besoin d'autant de puits parce qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'autant d'eau. Enfin bon, il savait tout un tas de choses. Il dit quant au site de Dholavira, il possède seulement quelques puits, mais l'eau de pluie y était précisément recueillie. Vous voyez, dans des grandes citernes de pierre pendant la mousson. Et important la pierre. Pourquoi la pierre? Pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, l'eau, quand elle traverse les innombrables tuyauteries en métal qu'on a dans les immeubles des appartements, parce que le métal, elle prend les propriétés de l'eau. Elle a tendance à déstructurer l'eau. Déstructurer l'eau, de la faire chuter au niveau vibratoire. Vous voyez, donc ils disent pourquoi c'était important en pierre. Les eaux de pluie irriguaient les récoltes
on voit que les collecteurs des eaux de pluie n'étaient pas les mêmes que ceux des eaux usées. Hein. Depuis que ces lignes ont été écrites, Dolavira s'est enrichi d'une nouvelle merveille hydraulique. L'Archaeological Survey of India a découvert un réservoir de 5000 ans à Dolavira. Selon le Time... je suis un peu perdu là. Selon le Time of India, il fait 3 fois la taille du grand bassin de Mohenjo-Daro, l'une des plus belles architectures connues. Donc c'est un réservoir rectangulaire hein, qui fait 73 mètres 40 de long. Il fait 29 mètres 30 de profondeur. J'ai pas de photo là. Et 10 mètres de profondeur. 23 mètres 30 de large et 10 mètres de profondeur. L'archéologue chargé de mission pense qu'il peut y avoir d'autres réservoirs et des puits encore à découvrir. Des analyses ponctuelles seront faites prochainement. Il espère trouver l'ancien rivage de l'époque où Dolavira était un port important. Alors effectivement, à l'époque, il y avait de l'eau. Donc il savait comment, au niveau des irrigations, tout ça. Alors cette découverte pourrait être celle du plus ancien réservoir de l'Inde. Elle s'accompagne d'une autre surprise archéologique. Cet escalier est en fait un puits à degrés, d'une forme et d'une conception unique qui n'a pas encore trouvé d'explication. Donc vous voyez, ils faisaient les choses, mais aujourd'hui on ne sait pas. On se dit, ah tiens, mince, pourquoi ils ont... Et puis on ne sait pas les outils qu'ils ont utilisés. Voilà. On sait qu'il ouvrait l'accès au vaste réservoir souterrain, mais on ne sait pas pourquoi il a cette forme unique. Bon là je vous montre une photo, mais ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Hein. C'est une photo d'un des réservoirs, des bassins qu'ils construisaient à l'époque. Vous voyez, parfaitement circulaire. Hein, voilà, ils avaient des machines, hein, vous inquiétez pas hein, pour faire tout ça. 9, c'est la page 9. Alors, plus au sud, la cité antique de Maharalipuram s'enorgueillit des blocs gigantesques sur lesquels des scies et des perforeuses à diamants se sont donnés à cœur joie. Cette antique ville sainte aux nombreux temples et pagodes comprend aussi des bassins d'ablution et des piscines taillées à même le roc. Donc, je vous dis des bassins d'ablution, hein, c'est où ils se purifient avec l'eau de foudre. L'eau vibrante, hein, ils appellent ça l'eau de vie, la foudre. Et voilà, je vous montre une photo. Alors ils disent que ça a été taillé par des machines. Donc moi je veux bien les croire, hein, ils avaient l'électricité, ils avaient tout ce qu'il faut, des disqueuses, des tours, voilà, ils disaient ce qu'ils voulaient. Hein. Et il fallait toujours que ce soit en contact avec le rocher, la roche. Voilà. Taillé comprend aussi des bassins d'ablution et des piscines taillées à même le roc. Donc c'est important. On retrouve le souci de ne laisser que la pierre, d'accord, en contact avec l'eau de pluie ou l'eau d'orage, ce qui amène à penser que Mahabalipuram était un autre site à foudre. Encore la foudre qui revient hein, sur le tapis. Dans certaines cités des Andes, alors l'eau divine, après je vous parlerai de la foudre, vous allez voir. Dans certaines cités des Andes, comme ici à Tipun, les chercheurs ont relevé 3 systèmes de canalisation. Pour les eaux de pluie vibrées par la foudre, pour les eaux de source, et enfin pour les eaux usées. Alors je vous montre un autre... ce qu'il faisait avec les pierres, hein, tout passait par les pierres, hein. L'eau était en contact avec le caillou direct, hein. Il n'y avait pas de métaux ni rien du tout, hein. Il savait les propriétés de la roche, quand elle était avec contact avec l'eau. Alors c'est un luxe auquel nos pays développés accèdent à peine, hein. Décidément nous avons beaucoup perdu en savoir-faire comment ça agit. Vous voyez, donc on a tout perdu. Et je vais vous parler de la foudre. Aujourd'hui, quand vous voyez, il y a des bâtiments modernes, hein, des tours de plusieurs dizaines ou centaines de mètres qu'on retrouve partout, tout autour du monde, ont des paratonnerres. Pardon. Et soi-disant, c'est pour capter la foudre, machin, et la faire passer dans la terre, mais non, non. La foudre aujourd'hui, au jour de nos jours, dans le présent, elle est toujours captée, d'accord, par des paratonnerres qui se trouvent sur des églises, des monuments, ou des monuments modernes, hein, des gratte-ciel, des choses comme ça, certaines tours. Et ils captent encore aujourd'hui, parce qu'ils ont la connaissance et le savoir des anciens, ils captent aujourd'hui la foudre. Je ne sais pas comment elle est captée par des paratonnerres. Moi j'ai vu des vidéos, vous pouvez aller voir sur YouTube. Ils tirent un truc en l'air, hein, une espèce de projectile qui éclate à une certaine hauteur. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'air, ça doit provoquer un certain effet, ou je ne sais pas. Alors bon, je suppose qu'il faut qu'il y ait du mauvais temps. Hein. Mais vous voyez, effectivement, une fois que le truc il allait exploser, il y a un éclair qui arrive sur la tige,
Et la foudre, elle est transmise. Alors à l'intérieur du bâtiment, je ne sais pas où ça va, peut-être dans des bassins d'eau, peut-être qu'ils arrivent à séparer la foudre en boules, comme je vous l'explique plus tard. Ils avaient toute une connaissance de ça aussi, ils savaient comment maîtriser la foudre en la séparant en plusieurs unités, en plusieurs charges, pour justement dynamiser l'eau, l'énergétiser et puis lui apporter des propriétés insoupçonnées jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc on découvre rien, hein. C'est juste que je vous dis, le savoir des anciens a été détourné. Maintenant je vous dis, ils captent vraiment la foudre. Vous pouvez aller voir, hein, il y a des vidéos où effectivement, voilà, ils savent comment faire. Et ils s'en servent aujourd'hui pour eux, au détriment de l'humanité, évidemment. Voilà, tout simplement. Bon, bah, j'ai fini la vidéo 1 sur les systèmes hydrauliques des anciens. Donc, je vais venir sur la numéro 2 et je vais vous parler encore sur l'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait avec l'eau et comment il gérait, comment il maîtrisait, je veux dire, les pouvoirs de la foudre et au niveau de l'eau, de la roche et tout. Donc je vous dis, et puis les anciens, bon, quand je vous dis, ils ont taillé tout un tas de choses dans la roche, dans le rocher, hein, tout un tas ils ont fait des piscines, des trucs ronds. Mais je vous l'ai dit, ils avaient le pouvoir de rendre la roche molle, hein, ils savaient comment travailler la roche, rendre le caillou mou. Ils savaient aussi comment, ils avaient aussi la connaissance, bon peut-être pas, je sais pas à quel niveau ça s'est passé, mais la connaissance aussi comment dire, de pétrifier le vivant. Voilà. Ça, ils avaient cette technologie, ils l'ont utilisée à un moment donné, je sais pas, mais voilà. Donc on va revenir sur le deuxième volet et je vous parlais encore de l'eau et des effets que les anciens connaissaient. Voilà, salut!